Bienvenue sur Agora. Nous l'avons tous appris au collège. L'atome est la plus petite particule de la matière. Mais n'avez-vous jamais entendu dire que tout est fait d'atomes? Si oui, pourquoi à votre avis? Comment se fait-il que l'atome constitue la majeure partie du monde visible? C'est à toutes ces questions que la vidéo de ce jour va s'atteler à vous donner les réponses les plus précises. Restez donc jusqu'à la fin et vous ne serez pas déçus. Parlons de la matière et de son principal composant, l'atome. La matière se réfère à l'ensemble des éléments et objets, qu'ils soient naturels ou synthétiques, qui constituent notre environnement. Selon la définition classique, elle est caractérisée par sa masse et son volume, et est composée d'atomes ou d'assemblages d'atomes, connus sous le nom de molécules. Les atomes sont invisibles à l'œil nu, car elles sont entre 100 000 et 1 million de fois plus petits que le diamètre d'un cheveu. D'après les scientifiques, elles constituent les briques élémentaires qui permettent de distinguer un élément chimique d'un autre. Les propriétés d'un élément sont déterminées par le nombre d'électrons dans l'atome, donc par le nombre de protons dans le noyau. À l'heure actuelle, il y a 118 éléments différents répertoriés dans le tableau périodique des éléments, également connu sous le tableau de Mendeleïev. La structure fondamentale d'un atome est constituée d'un noyau central qui abrite les protons et les neutrons et d'un nuage d'électrons qui gravitent autour de ce dernier. Bien que l'atome soit considérablement petit, il est principalement composé de vide. Pour illustrer cela, si le noyau était une balle de tennis, le nuage électronique s'étendrait sur environ 6 km. Les protons et les neutrons sont maintenus grâce à la force nucléaire et possèdent des particules encore plus petites appelées quarks. Ces derniers sont elles-mêmes liés par des échanges continus de gluons, qui sont des particules élémentaires appartenant à la famille des bosons. Il existe également des particules subatomiques appelées électrons, qui orbitent autour du noyau d'un atome. La cohésion de l'atome est due à la force électromagnétique qui maintient ensemble les électrons chargés négativement et les protons chargés positivement. Cette attraction électromagnétique est le résultat d'un échange constant de photons, également appelés particules de lumière. La force électromagnétique est omniprésente dans notre environnement, se manifestant sous diverses formes telles que la lumière, l'électricité et le magnétisme. Dans la vie quotidienne, elle empêche un verre placé sur une table de tomber à travers la table en raison de la répulsion des électrons de même charge dans la table et dans le verre. La matière peut exister sous plusieurs formes, à savoir solide, liquide, gazeux et plasma. Ces états dépendent de la température et de la pression et représentent différents niveaux d'organisation de la matière. En conditions normales de température et de pression terrestre, la matière se présente sous 3 états, solide, liquide et gazeux. Le passage d'un état à l'autre correspond à une réorganisation des molécules ou des atomes qui la composent. Prenons l'exemple de l'eau. Lorsqu'elle est à l'état solide, sous forme de glace, les molécules sont fortement liées les unes aux autres dans une structure très organisée. Cependant, lorsque la température augmente, la structure se désorganise et les molécules se séparent, ce qui donne à l'eau un état liquide. À une température encore plus élevée, la structure est complètement désorganisée et les molécules d'eau se dispersent sous forme de gaz lors de l'ébullition. Dans des conditions de température et de pressions extrêmes, un nouvel état de la matière apparaît, dans lequel la structure atomique elle-même est complètement désorganisée et prend la forme du plasma. Les constituants de l'atome se séparent. Les noyaux et les électrons se déplacent indépendamment et forment un mélange globalement neutre. Ce quatrième état de la matière est présent dans les étoiles et le milieu interstellaire et représente la majorité de la matière ordinaire dans notre univers, soit environ 90%. Sur Terre, il ne se trouve naturellement que dans les éclairs ou les aurores boréales. Toutefois, il peut être produit artificiellement en appliquant des champs électriques suffisamment puissants pour séparer les noyaux de leurs électrons dans les gaz. Dans notre vie quotidienne, les plasmas sont utilisés dans de nombreux domaines, notamment la microélectronique et les écrans plats des téléviseurs. Une autre application très courante est l'utilisation de tubes néons pour l'éclairage. Par ailleurs, il faut souligner que la matière est une notion plus générale que les matériaux. Elle désigne tout ce qui occupe de l'espace et a une masse, qu'il s'agisse de gaz, de liquide, de solide ou de plasma. En revanche, les matériaux sont des substances spécifiques qui sont utilisées pour des applications pratiques. Ils peuvent être créés à partir d'une seule matière ou d'un mélange de plusieurs matières. Les scientifiques les classent en deux grandes catégories, les matériaux naturels et les matériaux artificiels. Les matériaux naturels sont des substances qui existent dans la nature et qui sont utilisées telles que ou transformées pour une utilisation humaine. Les exemples incluent le bois, la pierre, les métaux, le cuir, le caoutchouc, etc. Les matériaux artificiels par contre sont créés par l'homme à partir de matières premières naturelles ou de produits chimiques synthétiques. Les exemples incluent les plastiques, les composites, les alliages, les céramiques, les verres, etc. Les éléments qui constituent la matière ont une origine fascinante qui remonte à l'histoire de l'univers. Selon le modèle du Big Bang, notre univers a commencé il y a environ 13,7 milliards d'années, en étant extrêmement dense et chaud. Pendant les premières fractions de seconde, les températures étaient si élevées que les particules élémentaires telles que les électrons, les quarks et les photons n'ont pas pu se former. Au fur et à mesure que l'univers s'élargissait, il refroidissait, permettant aux quarks de se lier pour former les premiers protons et neutrons. Après seulement 3 minutes, ces derniers ont commencé à s'associer pour former les premiers noyaux d'hydrogène qui étaient constitués d'un seul proton. Ensuite, des noyaux plus lourds tels que le deutérium
barium, l'hélium et le lithium ont été formés lors de la nucléosynthèse primordiale, qui s'est produite entre 3 et 20 minutes après le début de l'expansion. Cette production de nouveaux noyaux s'est arrêtée lorsque la température a atteint 1 milliard de degrés. Environ 380 000 ans après le Big Bang, la température de l'univers avait suffisamment diminué pour que les électrons puissent se lier au noyau déjà formé, créant ainsi les premiers atomes d'hydrogène et d'hélium. Cependant, il a fallu encore quelques centaines de millions d'années pour que de gigantesques nuages de matière se rassemblent, créant les conditions nécessaires à la formation d'étoiles. Au cœur d'elles, les noyaux légers ont été fusionnés pour créer des noyaux plus lourds, comme le carbone, l'azote et l'oxygène. Au fur et à mesure que les étoiles plus massives approchaient de la fin de leur vie, elles explosaient en supernova, libérant ainsi dans l'univers les noyaux qu'elles avaient créés. Pendant ces explosions, certains noyaux ont capturé des neutrons supplémentaires pour former des noyaux naturels encore plus lourds, tels que le plomb et l'uranium. Cette nucléosynthèse stellaire a permis la formation de nombreux éléments plus lourds que le fer. En fin de compte, tout ce qui nous entoure est le produit de la combinaison de ces éléments qui ont été créés tout au long de l'histoire de l'univers. Les atomes qui constituent notre corps, l'air que nous respirons et les roches qui composent la Terre sont tous formés d'éléments créés dans les étoiles et libérés dans l'univers lors des supernovas. En explorant les origines de la matière, nous répondons donc mieux à la question de savoir pourquoi tout est fait d'atomes. Si on devait remonter un peu dans l'histoire, les découvertes scientifiques sur la matière ont débuté depuis plusieurs siècles. Depuis toujours, l'être humain a cherché à comprendre le monde qui l'entoure. Et de premières théories sur les particules de matière ont été émises par le philosophe Démocrite, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Dans sa théorie, il imagine des briques indivisibles de matière qu'il nomme atomes. Cette idée est restée en suspens pendant plusieurs années, jusqu'au 18e siècle, où le concept d'un découpage de la matière en briques élémentaires a été repris, sans parler d'atomes. Au 19e et au 20e siècle, de nombreux scientifiques ont apporté leur pierre à l'édifice de la connaissance sur la matière. Tout d'abord, John Dalton, un chimiste britannique, a proposé la théorie atomique de la matière en 1803. Elle stipulait que tous les éléments chimiques étaient composés d'atomes. Peu après, Dimitri Mendeleïev a créé le tableau périodique des éléments, qui organise les éléments en fonction de leur masse atomique et de leurs propriétés chimiques. En parallèle, des astrophysiciens ont commencé à s'intéresser à l'origine de la matière présente dans notre univers. Dans les années 1940, George Gamow a proposé la théorie du Big Bang et Fred Hoyle, quant à lui, a proposé une théorie alternative selon laquelle la matière était créée en permanence dans l'univers. Cette théorie a été largement rejetée par la communauté scientifique, mais elle a permis de stimuler la recherche sur l'origine de la matière. Les recherches sur la matière ont permis d'obtenir des avancées significatives sur la compréhension de notre univers et son évolution. Depuis le début du XXe siècle, l'étude de l'infiniment petit a donné lieu à la découverte et la théorisation des phénomènes de mécanique quantique. Cette avancée a permis des applications concrètes telles que les lasers et les diodes électroluminescentes. Les recherches en physique des particules ont également permis de mettre en évidence les différentes briques du modèle standard qui décrivent tous les éléments constitutifs de la matière et leurs interactions. Ces découvertes ont conduit à une amélioration continue de notre compréhension de la matière et de notre univers, même si de nombreuses questions restent en suspens. Par exemple, en physique nucléaire, les interactions entre les protons et les neutrons d'un même noyau sont si complexes qu'elles ne peuvent être décrites avec exactitude. Les scientifiques doivent donc utiliser des approximations pour expliquer les propriétés du noyau. Aujourd'hui, ils cherchent à mieux comprendre les mécanismes liés à la matière tels que la naissance des étoiles, la formation des galaxies et le début du Big Bang, grâce à des missions comme le télescope spatial James Webb lancé en décembre 2021. Cependant, la matière qui nous entoure n'est pas la seule à intéresser les physiciens. En effet, selon les observations astronomiques, la matière constituée des particules du modèle standard ne représente que 5% de l'univers. Cela signifie qu'il reste encore 95% à explorer. Parmi les mystères qui restent à résoudre, il y a la matière noire, une matière hypothétique qui est totalement invisible. Elle a été proposée pour expliquer les effets gravitationnels qu'elle occasionnerait sur la lumière provenant de galaxies très lointaines. La recherche de la matière noire est un enjeu majeur de la science fondamentale de ce siècle, en particulier pour vérifier la validité du modèle du Big Bang. Face à tout cela, une question se soulève dans les esprits de beaucoup de gens. L'être humain serait-il constitué essentiellement d'atomes? L'âme et l'esprit n'existent-ils pas? Au XVIIe siècle, le philosophe français René Descartes croyait que l'homme était composé de deux parties distinctes, à savoir l'âme et le corps. Selon lui, le corps humain était soumis aux lois de la physique, car il était constitué de matière et par conséquent pouvait tomber, être projeté ou perdre de la chaleur. En revanche, l'âme contenait la nature divine de l'homme et était la source de son libre arbitre et de ses facultés mentales. Sans elle, le corps ne serait qu'un automate dépourvu de liberté. Cependant, cette théorie du dualisme de Descartes n'est plus populaire aujourd'hui. Les scientifiques et les philosophes sont désormais majoritairement d'accord avec le matérialisme, qui stipule que seuls les objets physiques ont
une existence réelle. Ainsi, le corps humain est considéré comme un amas d'atomes, et l'idée d'une âme a été abandonnée, entraînant avec elle la notion de libre arbitre. Cette perspective peut conduire à se demander ce qui distingue réellement l'être humain d'un automate, étant donné que le comportement de certains atomes peut être prédit grâce à des théories physiques avancées. Certains partisans du déterminisme matérialiste estiment que l'avenir est déjà défini par l'état actuel des entités physiques et par les lois qui les régissent, ce qui pourrait suggérer que les émotions, les pensées et les valeurs ne sont en réalité que des phénomènes régis par des lois strictes. Toutefois, cette hypothèse est discutée dans le domaine de la philosophie des sciences. La démarche scientifique implique deux outils principaux, les entités et les lois, qui permettent de décrire et expliquer un objet d'étude. La science cognitive, par exemple, s'intéresse à la pensée humaine et animale. Pour cela, elle reconnaît l'existence de certaines entités, telles que l'individu, les idées, le stress, et utilise des principes tels que la loi de l'effet pour expliquer et prédire les comportements. Contrairement à la physique, la cognition humaine n'est pas déterministe, et il est impossible de prédire avec certitude le comportement d'un individu. Malgré cela, on pourrait se demander pourquoi ne pas utiliser la physique qui régit la chimie, laquelle régit la neuroscience, qui elle-même explique la cognition pour prédire les comportements. Cela implique le réductionnisme, un processus qui consiste à expliquer un phénomène complexe par ses composants les plus élémentaires. Cependant, ce processus doit satisfaire à des critères spécifiques pour être valide. Il est souvent critiqué pour ses limites, notamment dans le domaine de la psychologie. En effet, si l'on réduit l'être humain à ses constituants physiques, on perd de vue la complexité de ses interactions avec le monde extérieur, ainsi que les aspects non physiques comme la conscience, l'intentionnalité ou le libre arbitre. Par conséquent, l'application de lois physiques pour prédire le comportement humain est souvent insuffisante. En outre, l'existence de niveaux d'organisation différents du niveau subatomique au niveau macroscopique complique l'application du réductionnisme. Les lois qui régissent les constituants élémentaires ne s'appliquent pas nécessairement aux systèmes complexes qu'ils forment. De plus, le réductionnisme est limité par les méthodes expérimentales et les outils de mesure, qui ne permettent pas toujours d'appréhender les phénomènes complexes. En fin de compte, bien qu'il puisse être utile pour comprendre certains aspects de l'objet d'étude, il ne peut pas rendre compte de la totalité de sa complexité. Cela nécessite une approche interdisciplinaire et une prise en compte de tous les niveaux d'organisation pour une compréhension complète et approfondie. Par ailleurs, la science a pour but d'expliquer son objet d'étude en utilisant des entités et des lois. Dans le domaine de la science cognitive, qui s'intéresse à la pensée humaine et animale, les entités comprennent des concepts tels que l'individu, les idées et le stress, tandis que les lois impliquent des principes tels que la loi de l'effet qui guide le comportement des organismes vers des comportements plaisants plutôt que déplaisants. L'utilisation de ces entités et lois permettent de prédire et de manipuler des événements, comme motiver un enfant à faire ses devoirs en rendant l'activité agréable. Bien que la cognition soit un phénomène physique et que les êtres humains soient composés d'atomes, l'utilisation de la physique pour prédire avec précision les comportements est limitée par le fait que les entités de la science cognitive doivent être définies dans des termes issus de la science qui réduit. Mais il y a autre chose. Peut-être suffit-il de patienter jusqu'à ce que la neuroscience puisse expliquer la cognition, la chimie de la neuroscience, la physique de la chimie et que la physique puisse s'auto-démontrer. Nous aurions alors un modèle physique déterministe du comportement humain. Cependant, le théorème de l'incomplétude de Kurt Gödel, qui stipule qu'aucun système théorique ne peut prouver sa propre validité, rend impossible une théorie complète telle que celle-ci. Cela implique nécessairement l'existence d'autres théories non réduites. Même si nous admettons l'idée d'une physique complétée, il est essentiel de faire preuve de prudence. En outre, déclarer que le comportement humain se réduit à des phénomènes physiques est non seulement pure spéculation, mais également sans utilité pour les scientifiques d'aujourd'hui. Pour l'instant, les théories psychologiques et sociales ont une puissance explicative bien plus élevée que les théories physiques en ce qui concerne le comportement humain. Un laboratoire de psychologie ne saurait que faire d'un accélérateur de particules, du moins pour les prochaines années. Il existe également des raisons fondamentales de s'opposer à la réduction. Certaines entités ne peuvent être correctement définies qu'en faisant appel au contexte plus large. Prenons l'exemple d'une pièce de casse-tête. On pourrait s'amuser à analyser les matériaux qui la composent au niveau microscopique. Mais l'intérêt de la pièce réside en réalité dans le rôle qu'elle joue dans le casse-tête. Par définition, sans casse-tête, il ne peut y avoir de pièce de casse-tête. La même chose est vraie pour la cognition humaine. Même si elle est ultimement le résultat de processus physiques, son sens réside dans le rôle qu'elle joue dans notre conscience et nos rapports sociaux. Considérer les entités non pas comme des ensembles de matériaux, mais plutôt comme des particules de systèmes plus complexes est à l'opposé du réductionnisme. Cette approche a un nom, l'holisme. Il faut le reconnaître, les sciences fondamentales apportent quelque chose à la psychologie. De nombreux médicaments aident à guérir certaines maladies mentales sur des bases neurochimiques et l'imagerie cérébrale offre une perspective essentielle à la psychologie actuelle. Toutefois, affirmer que l'être humain n'est qu'un tas d'atomes est inutile
ou erronée. Nous valons bien plus que cela et c'est sûrement la raison pour laquelle nous constituons l'espèce dominante. Nous arrivons à la fin de la vidéo de ce jour. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. N'oubliez pas également de laisser un pouce bleu et de partager la vidéo autour de vous. Si vous le souhaitez, les diverses sources utilisées sont également disponibles dans la partie description. Merci de nous avoir suivis et à très prochainement pour de nouvelles vidéos sur Agora.